L'enregistrement est parti. Très bien. Bon, peut-être, puisque c'est vous qui quelques petits avez mots accueilli de démarrage. Bonjour, bonjour cher monsieur. Bonjour peut-être aux personnes qui pourraient être connectées. Je m'appelle Michèle Tissel et je suis présidente de FACERO et de FACE Occitanie, et j'ai le bonheur d'avoir à côté de moi Caroline Casic, la directrice de FACERO. Et nous avons l'honneur de pouvoir accueillir un événement important hier, lancé par M. Eric Pélisson, qui est notre commissaire régional à la pauvreté et à la prévention auprès du préfet de la région, qui est un personnage avec un parcours impressionnant, ainsi que Khalil Amdali, qui a fondé un cabinet de conseil qui était éthique et diversité depuis 30 ans, et qui a une expertise, une expérience, une compétence absolument impressionnante en matière de diversité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est notre sujet hier, particulièrement sur un critère de discrimination qui est assez peu connu, assez peu compris, qui est celui en lien avec la particulière vulnérabilité économique. Il y a eu il y a un an une grande journée accueillie par Montpellier Business School, avec beaucoup de partenaires, de la défenseur des droits qui étaient venus témoigner, et l'idée a été lancée de créer et de diffuser un sondage pour vérifier la compréhension, le constat, éventuellement des propositions pour traiter ce critère de discrimination. Le sondage a été une réussite, en tout cas en termes de réponse. La restitution a été proposée hier, et je vais faire ma parole à Eric Pélisson, que je remercie encore une fois d'avoir choisi à Montpellier pour porter ce retour. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Oui, effectivement, la question du croisement des discriminations et de la pauvreté n'est pas quelque chose d'évident. La pauvreté, on sait ce que c'est, hein, c'est le dénuement, la privation d'un certain nombre de biens matériels, et on l'a défini en France par un pourcentage de 60% en dessous du revenu médian, donc qui coupe la population en deux, donc globalement 1 200 € par mois pour une personne seule, alors que la discrimination, c'est une question de droit et d'accès au droit, et donc de privation d'accès au droit. Ma conviction, c'est que les personnes en situation de pauvreté sont très fortement discriminées. Elles sont très fortement discriminées parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits, parce qu'elles ne savent pas les défendre, parce qu'elles n'ont pas forcément bien confiance ni dans les institutions, ni dans la justice, ni dans le monde de la justice pour faire un recours à leurs droits. C'est un vocabulaire qui leur est quand même assez fortement étranger. Que même si elles aspirent à beaucoup de services publics, en fait, elles n'ont pas forcément de bonnes expériences avec le service public. Et donc, pour cette raison-là, je pense qu'elles sont dans une situation qui est complètement différente, Khalil Amdani le dira tout à l'heure, hein, des autres personnes dans des situations de discrimination. Alors, nous avions organisé effectivement il y a un an une grosse journée pour essayer de mobiliser les acteurs et d'identifier les actions et les bonnes pratiques. Et là, cette fois-ci, on a voulu essayer de mesurer. Alors, ce n'est pas un sondage représentatif, évidemment, on n'a pas fait un échantillon, mais on s'est adressé à tous nos partenaires habituels pour essayer de savoir comment cette discrimination, qui est une intuition très forte que j'ai, hein, et qui m'est témoignée assez souvent par tous les partenaires. Je pense par exemple à TD Carmonde, je pense à un directeur de caisse primaire d'assurance maladie, enfin, beaucoup d'acteurs qui m'en parlent, pour essayer de mettre des faits et des chiffres. Donc, le sondage nous a permis de ramener des éléments chiffrés et des témoignages. Alors, pour aller rapidement, donc, effectivement, on a des personnes qui sont directement victimes, qui ont répondu. Assez peu, finalement, mais on le sait bien parce que quand on fait un sondage sur informatique, eh bien, on se heurte aussi à la difficulté d'accès à l'informatique des personnes. On a en revanche beaucoup de témoins qui sont très souvent des travailleurs sociaux, qui soit ont été témoins directs, donc ont vu ou entendu des situations, donc ont pu les qualifier, et comme on fait des études et qu'ils ont des formations, ben, ils ont pu nous dire des choses très précises, soit des témoins indirects, donc des personnes qui ont reçu des victimes, qui leur ont raconté, et donc ces témoins indirects nous le rapportent. Et donc, on a présenté hier soir, lors de cette soirée à laquelle participaient une cinquantaine de personnes, on a voulu faire un format un peu intimiste par rapport aux journées habituelles qu'on fait, qui sont plutôt des grands formats. C'était une journée très interactive, hein, puisqu'on a eu effectivement un certain nombre de questions, de prises de position, de débats. Et puis, on a conclu avec la prise de parole de Georges Paul-Angevin, qui est la déléguée adjointe
au défenseur des droits en charge des discriminations, ancienne ministre et ancienne parlementaire, qui ont venu conclure la soirée. Juste peut-être pour donner un exemple précis, et laisser la parole à Khalid Hamdani, ne pas être plus long et répondre à vos questions, on a des témoignages qui sont saisissants. Par exemple, une personne qui était présente hier soir nous dit « Je suis dans un logement HLM en situation de handicap, j'ai des difficultés pour respirer, elle avait son oxygène, et elle disait « J'ai un ballon d'eau chaude qui est en panne depuis plusieurs mois, et on me dit « Il n'y a pas de raison, vous allez attendre. » Et donc, elle disait ça. Je suis à l'eau froide depuis des mois. Et donc, effectivement, la discrimination peut se nicher dans des petites choses comme celle-ci. C'est le fait de ne pas tenir compte de la particulière vulnérabilité de la personne, qui là était liée à son état de santé, à son handicap, et donc elle aurait dû être prioritaire. Et au fond, peut-être de considérer que ben, voilà, les pauvres, ils peuvent attendre. On a eu par exemple aussi un témoignage disant ben, vous pouvez revenir, comme vous êtes pauvre, vous ne travaillez pas, ben, vous reviendrez. Voilà. Donc, bel accueil dans un service public. Ou bien, qu'est-ce que ça peut vous faire que le chauffage vous coûte très cher, puisque de toute façon, vous ne payez pas le loyer. Voilà, donc, des remarques particulièrement désobligeantes qui viennent accentuer des refus de droit ou le fait de ne pas traiter la personne de manière qui convienne. Et donc, pour conclure, on va continuer à cheminer ensemble avec FAS, avec la Fondation Agir contre l'exclusion. Nous avions également, en plus de Khalid Hamdani, nous avions donc un universitaire, Benoît Prévost, qui enseigne à l'université Paul Valéry et qui nous a apporté aussi tout le caractère scientifique, évidemment, d'un universitaire. Et donc, on va continuer à travailler ensemble. Et je pense qu'on pourrait peut-être proposer, par exemple, à celles des personnes qui étaient présentes hier soir, de se réunir une demi-journée pour dire comment elles s'approprient les choses et qu'est-ce qu'on a envie de nous proposer, soit en interpellation à agir, soit au contraire en proposition, en disant, moi j'ai envie de me mobiliser sur telle chose pour qu'on construise ensemble les suites et que ce ne soient pas des suites qui viennent d'en haut, mais qu'on les construise avec les personnes. Donc, s'il y a 4-5 personnes qui ont envie de revenir passer une demi-journée pour nous faire des propositions, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour construire ce qu'on va faire la prochaine fois. Merci de me donner la parole. Je remercie bien sûr la présidente, remercier Eric Pélisson et dire que cette initiative est extraordinairement ou extrêmement originale dans le sens où il y a les pouvoirs publics incarnés, représentés par Eric Pélisson, il y a la Fondation Agir contre l'exclusion, il y a l'université, l'académie, donc la recherche que mènent Benoît et ses équipes universitaires, et puis, modestement, pour ma part, le côté, entre guillemets, pragmatique des cabinets de consultants qui accompagnent sur ces questions de discrimination. Et dire que dans un état de droit, dans une démocratie, la discrimination est abordée essentiellement sous deux angles: l'angle politique de son portage, de son affirmation, et l'angle juridique qui est l'instrument, et judiciaire lorsqu'il y a évidemment une infraction avérée, car la discrimination est une infraction civile et ou pénale, pénale également en France, civile dans les pays, dans d'autres démocraties. Et à partir du moment où l'approche est politique et juridique, il y a des angles morts. Le premier angle mort que l'on constate, c'est que le paradigme, si j'ose ainsi m'exprimer, de la discrimination, qui au départ était nié, non reconnu dans ce pays, je parle de la France, a été progressivement, comment dirais-je, dans une sorte d'emballement, d'embrasement, devenu le mot magique ou le mot valise où tout le monde est peu ou prou discriminé. Autrement dit, elle est venue recouvrir une autre réalité sociale qui est absolument importante, c'est la question des inégalités. Et donc, la question de croiser la discrimination, dont l'approche est toujours juridique et politique, avec la question des inégalités sociales, économiques, mais aussi parfois culturelles, eh bien, c'était extrêmement original de faire cela et de faire sortir de l'ombre cette discrimination spécifique qui est en plus moralement, et j'insiste sur le mot moral, mais au sens kantien du terme et non pas dans un sens trivial, c'est que vraiment c'est quelque chose qui frappe des personnes qui parfois sont triplement, quadruplement victimes, en plus d'une infraction qui est une discrimination avérée dans certains cas, d'un mépris insoutenable, insupportable. Dans le cas qu'a relaté Eric, il y en a d'autres dans ce sondage, montre à quel point travailler sur cet angle mort est important politiquement, citoyennement et sur un plan humaniste.
Il y a aussi un élément très important, Jared, c'est le retour que cela peut faire sur la connaissance des discriminations en général. Autrement dit, en fouillant cette question complexe, on aura des retours positifs sur les autres qui ont été encensés ou montés en épingle parce que politiquement portés. Je pense évidemment à la discrimination en raison du sexe, du genre, à les questions LGBT et accessoirement parfois aussi aux questions religieuses ou ethno-raciales. Voilà à peu près les éléments que je pouvais dire de mon point de vue sur cette expérience extrêmement originale et unique, en tout cas à ma connaissance, en France. Absolument. Je voudrais rajouter un point, c'est par rapport au public que nous avons eu hier soir. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ce n'était pas un grand format avec ouverture des portes pour tout le monde et tout passant qui veut s'intéresser au sujet. Mais en revanche, c'était une invitation dédiée à nos réseaux nationaux et régionaux. Et le public qui est venu représentait soit des personnes qui ont été ou sont victimes personnellement de cette discrimination, de ce mépris. Les deux mots parfois se juxtaposent, mais aussi des personnes représentant des organisations très engagées sur le sujet. Et il y avait hier soir beaucoup d'organisations. Il y avait aussi des représentants de la ville de Montpellier et la métropole de Montpellier qui sont très investis, mais des représentantes et représentants d'organisations associatives qui sont investis, engagés sur cette thématique. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on a dit hier soir, c'est que parmi les grandes lignes de ce que nous faisons et parmi les grands acteurs, il y a aussi en France, et c'est très heureux, une immense masse d'organisations associatives qui sont pas des supplétifs, mais ni des complices parfois, mais au contraire des co-acteurs ou des co-auteurs d'actions profitables. Alors, et pour ce qui concerne la Fondation, évidemment, Agir contre l'exclusion, c'est notre ADN depuis 30 ans à la France, puisque le site veut dire Fondation Agir contre l'exclusion et pour l'égalité. On était en rebond de la création de la HAL, presque concomitant, que vous avez dirigé, M. Pélisson. Et cette notion de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et contre l'exclusion, ce sont des termes qui, selon lequel qu'on choisit, celui qu'on choisit, pardon, fait écho quand même, soit dans les individus, soit dans les organisations. Et ce qui est franchement impressionnant de voir, y compris dans notre région par exemple, la faculté qu'ont les êtres humains à créer une structure permettant de pallier parfois aux carences de l'État, qui existent aussi, ou aux carences des collectifs territoriales qui existent aussi, pour du terrain observer et produire des solutions. Donc c'est en ce sens que le public hier soir complète le panel que vous aviez choisi et permettra non seulement de faire remonter de nouveaux constats, mais surtout de nouvelles propositions de solutions et enfin et surtout des propositions d'action dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, n'oublions pas la ruralité, et auprès des personnes isolées, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, qu'ils soient dans la rue, dans la campagne, dans des petites communes, dans des petites ou dans des bailleurs sociaux. Franchement, c'est ça aussi cette force du terrain structuré, qui peut aider à tout ça. Je vais compléter. Merci. On va peut-être répondre à vos questions. Outre les entreprises aussi, pardon. Et oui, bien sûr, n'oublions pas une partie aussi importante et engagée. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que, d'après votre enquête, est-ce qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si on peut quantifier ça, je ne sais pas si vous avez des chiffres sur d'autres régions, mais est-ce qu'il y a particulièrement de la discrimination ici dans cette région? Alors, probablement pas plus, et pas moins en Occitanie qu'ailleurs, mais beaucoup oui. Beaucoup oui. En fait, c'est la première fois en France qu'on fait un sondage sur cette question-là. Il n'y en a pas eu. Le Défenseur des droits fait chaque année un baromètre de la discrimination en posant des questions à un public assez large pour essayer de mesurer les discriminations et leur évolution. Alors, évidemment, ce qui est difficile, c'est qu'on interroge le public, on interroge le ressenti, on interroge la souffrance de personnes qui s'estiment avoir été victimes, mais qui ne sont pas toujours en capacité de définir concrètement ce qu'elles ont vécu. Et donc, ils peuvent mélanger des situations d'inégalité, mais qui peuvent être légales, des situations effectivement de discrimination illégale, des situations de mépris ou de stigmatisation qui sont infamantes,
mais qui pour autant ne sont pas de la discrimination. Et donc, évidemment, le public dit ce qu'il ressent. Mais ce baromètre du défenseur des droits est un baromètre général qui permet de savoir quelles sont les discriminations ethniques, les discriminations basées sur le sexe, le handicap, l'âge, etc. C'est la première fois qu'on fait un sondage en France sur la question des discriminations liées à la pauvreté. Alors, le terme juridique, c'est situation de particulière vulnérabilité économique, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est des discriminations liées à la pauvreté. Alors moi, je ne résiste pas à rappeler le sociologue François Dubé qui disait qu'il faut se battre contre deux choses. Il faut se battre contre les inégalités sociales et contre les discriminations qui sont donc les ruptures d'égalité de droit. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y aurait plus ou moins de discrimination ici. Voilà. On ne peut pas répondre puisqu'on n'a pas de mesure, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de penser. En revanche, le sondage montre bien qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que les personnes qui ont répondu, qu'elles soient elles-mêmes victimes, qu'elles soient témoins directs en relatant ce que les personnes leur ont dit, ou enfin ce qu'elles ont vu, pardon, ou témoins indirects relater ce que les personnes leur ont dit, eh bien, j'ai fait un petit calcul statistique entre les personnes qui disent avoir été victimes une fois dans leur vie, une fois dans l'année, une fois dans le mois, une fois dans la semaine, etc., que les personnes qui ont répondu sur l'année 2023 ont été victimes en moyenne 23 fois, c'est-à-dire 2 fois par mois. Donc, ça veut dire que les personnes pauvres, c'est quotidien ce qu'elles vivent. C'est quotidien. Alors, évidemment, on ne peut pas tirer du chiffre 23 fois qui ne repose que sur les quelques centaines de déclarants. On ne peut pas l'extrapoler. Et notre sondage n'est pas représentatif non plus. Mais pour avoir participé, par exemple, à une université populaire d'ATD Quart Monde, et moi je vous encourage à y participer si vous avez l'occasion un jour, c'est vrai que ATD Quart Monde réunit plusieurs dizaines de personnes pendant toute une journée, les prépare à prendre la parole, parce que ce n'est pas facile pour une personne en situation de pauvreté de prendre la parole en public, et les propos qui sont tenus par les personnes montrent une souffrance terrible par rapport au mauvais accueil qu'elles ont, c'est-à-dire on ne les croit pas, on met leur parole en doute, on met leur légitimité en doute, on leur demande des documents qui n'existent pas, et on leur met des barrières dans plein d'endroits, que ce soit l'accès au logement, que ce soit le maintien dans le logement, que ce soit l'accès à l'emploi, que ce soit l'accès au service public. Et ça fait mal, en tant que serviteur du service public, de dire que le service public n'est pas exemplaire. Alors évidemment, il y a plein de gens qui le sont, hein, mais il y a aussi beaucoup de failles dans le service public. Et donc, ce sondage corrobore complètement les témoignages d'ATD Quart Monde, parce qu'on pourrait penser que ATD Quart Monde, s'adressant à des gens qui sont vraiment les plus pauvres parmi les plus pauvres, on a effectivement une collection de gens qui rencontrent les difficultés. Ben non, le sondage montre bien que c'est généralisé dans les populations pauvres. Après, il faut être très prudent sur les chiffres, parce que notre sondage, évidemment, ne représente que les gens qui ont répondu. Juste un tout petit complément très très bref. Autant ce qui relève de la pauvreté qui est mesurable par des indicateurs notamment statistiques très clairs qui sont dans la statistique publique, niveau de revenus, etc., autant sur la discrimination, la quantification est très complexe. Et il y a un syndrome, pour avoir pas mal sillonné la France sur presque 28 ans ou davantage, chaque territoire a parfois le sentiment qu'il serait dans une forme de singularité. Non. Sur les phénomènes discriminatoires, on va dire que l'ensemble du pays, ça se ressemble. Le 6e arrondissement de Paris, ou Gluon-Glen, pas loin d'Autun, en Saône-et-Loire, c'est grosso modo la même chose. Donc, il n'y a pas un syndrome comment dirais-je, local, même en Corse, le même étant peut-être superflu, de singularité sur cette question. Et les entreprises ont le même syndrome. Est-ce que je suis tout seul à vivre cela? Ce sentiment de singularité sur la question des discriminations, il est scientifiquement totalement erroné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des particularités à l'Occitanie. On sait que l'Occitanie est la région la plus dynamique de France du point de vue démographique, non pas en termes de naissance, mais en termes de migration interne. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, en moyenne 43 000 nouveaux habitants par an, parmi lesquels un tiers de pauvres, de gens qui pensent qu'en fait la misère est moins pénible au soleil, pour reprendre la chanson de Charles Aznavour. Et ils sont peut-être venus en vacances 15 jours, ils ont trouvé que c'était bien l'été, hop, ils viennent, et ils sont en situation de pauvreté. En outre, un tiers de retraités, et dans ces retraités, à nouveau un tiers de pauvres. Donc, quand on prend un tiers de pauvres dans la population totale, plus un tiers d'un tiers, ça fait la moitié. Et donc, c'est clair que la rencontre entre cette population qui arrive et la population qui était déjà là n'est pas forcément facile.
On sait aussi que dans la population qui est ici, on a des populations pauvres, on peut penser aux gitans, on peut penser aux gens du voyage. On a évidemment notre propre quart-monde ici. On peut penser évidemment aux personnes pauvres en milieu rural, avec en plus la difficulté de le dire, parce que la pauvreté en milieu rural, elle est honteuse. Oui, tout à fait. On n'ose pas le dire, on n'ose pas demander de l'aide. On pense à nos amis agriculteurs, par exemple, pour certains gagnent 400 € par mois, enfin, qui sont dans une situation humaine très difficile. Et donc, on cumule à la fois toutes les formes de la pauvreté du monde urbain, on a parlé des quartiers de la politique de la ville, de ces quarts-mondes, que sont les bidonvilles, les squats, les gens du voyage, les gitans. Donc, on a toutes ces géographies en Occitanie, et en plus, on a toutes ces populations pauvres qui arrivent chaque année et qui, évidemment, se logent dans du logement indigne, ou au contraire très loin des villes parce que le logement est trop cher. Et donc, on retrouve toutes les formes de pauvreté, et donc forcément toutes les formes de discrimination liées à la pauvreté. Oui, effectivement, on constate assez souvent un cumul de discrimination. C'est-à-dire que la personne qui subit la pauvreté et généralement la discrimination subit aussi notre forme de discrimination. On en a des cumuls, singulièrement sur les femmes peut-être, qui est, je crois, oui. l'être humain qui peut-être peut cumuler le maximum de discrimination. Et parfois même, on le dit avec l'humour un peu triste. Ce qui s'envisage pour l'avenir aussi en termes de sondage, d'investigation, je pense, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui ne parlent pas. C'est-à-dire que le sondage a été renseigné beaucoup par des travailleurs sociaux qui sont au cœur des difficultés et qui peuvent facilement, les constater, les diffuser. Quelques victimes, mais beaucoup de victimes de discrimination en lien avec la pauvreté et la particulière vulnérabilité économique, soit n'ont pas le courage ou n'ont pas envie de se reconnaître comme étant pauvres ou dans cette situation. Ou comme étant victime. Ou comme étant victimes, parce qu'elles considèrent parfois qu'elles sont mieux loties que d'autres, ou bien parce qu'elles sont habituées à être dans cette situation. Et puis, un quant à soi qui leur fait refuser d'admettre cela. Et ça représente une population importante dans les personnes qui sont plus très jeunes et qui vivent parfois avec toutes seules moins de 900 € par mois en ville. Ça n'est pas si simple. Qui sont parfois obligés d'aller au Resto du Cœur, avec un passé de travail pourtant qui aurait dû les conduire à penser que leur retraite serait un peu plus facile en tout cas, qui sont obligés à 65 ans et plus à travailler, voire à faire des nuits d'accompagnement qui sont encore plus âgés pour pouvoir faire face à leurs obligations financières de loyer ou de ce genre de choses, y compris par exemple, l'exemple que j'ai en tête, une personne de 65 ans qui devait tous les soirs dormir chez un plus âgé, pouvoir nourrir ses 3 chiens qui étaient ses seuls amis et ses seuls compagnons, à peu près de sa vie, de sa fin de vie. Et dans les petites villes, dans les coins ruraux, là aussi, on ne veut pas dire qu'on est pauvre, on ne veut pas dire que vivre et travailler coûte presque plus cher que ne pas vivre en travaillant. Là où, pour nous, cette rencontre ce matin est importante, c'est qu'on a un message à faire passer. C'est qu'au fond, on a donc des personnes qui se sont exprimées pour toutes celles qui ne se sont pas exprimées. Les personnes qui ne s'expriment pas, c'est soit parce qu'elles ont intégré le stigmate, c'est-à-dire qu'elles considèrent que finalement, d'abord, elles ont souvent une mauvaise image d'elles-mêmes. Donc, quelque part, elles ont déjà baissé les bras. Or, ça n'est pas normal de baisser les bras. Et une personne qui subit une injustice, qui est la discrimination, doit pouvoir en parler. Et si elle le souhaite, nous, on l'encourage à saisir le défenseur des droits. Ce n'est pas très compliqué à saisir. Il y a des correspondants un peu délégués partout, y compris à Montpellier, y compris exactement, dans l'Hérault. Exactement. Il y a beaucoup de délégués partout. Qui sont identifiés, qui sont très faciles à trouver. Et donc, la personne peut en parler aussi à une personne de confiance, à l'assistante sociale, à son maire. Enfin, voilà. Donc ne pas se laisser faire. Ça, c'est la première chose. Faire connaître le fait que la discrimination liée à la pauvreté n'est pas plus normale que les autres formes de discrimination. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, on avait besoin de connaître, mais maintenant, on a besoin aussi de relayer. On a besoin de relayer.
La deuxième chose, c'est évidemment vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des travailleurs sociaux, qu'ils fassent bon accueil aux personnes qui, victimes de discrimination liée à la pauvreté, à la particulière vulnérabilité économique, pour faire bon accueil, pour pouvoir les écouter. Parce que le Secours catholique, dans son dernier rapport annuel, disait que 47% des gens qui viennent au Secours catholique ne demandent rien. Ils demandent à être écoutés. Écouter, c'est être soutenu finalement. Savoir que oui, ce que je dis, c'est pas n'importe quoi, que ça n'est pas normal. Et peut-être que les personnes n'auront pas envie de faire un recours au droit, mais au moins qu'on les ait bien accueillis pour leur dire, bah oui, non, ce que vous avez vécu, ça n'est pas normal. Voilà. Donc, un appel à la fois aux personnes victimes qui auraient envie d'engager une procédure vis-à-vis du défenseur des droits, ou bien vis-à-vis des professionnels pour qu'elles fassent bon accueil aux personnes qui viennent les voir et qui leur racontent tout ça et qu'elles puissent éventuellement les orienter, les accompagner si elles souhaitent saisir le juge, se faire accompagner par un avocat, par un syndicat aussi, bien sûr. C'est facile pour saisir l'international des droits. Vous avez dit qu'il y a Oui. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail, une plateforme téléphonique, une adresse mail, et puis il doit y avoir une cinquantaine, une soixantaine de permanents, de délégués dans toute l'Occitanie. Et donc, on peut rencontrer le délégué. On peut rencontrer le délégué. Donc, pour les personnes qui ont accès à Internet, ils tapent défenseur des droits sur Internet, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse mail du délégué le plus proche. Et pour les personnes qui ne savent pas aller sur Internet, elles demandent effectivement une personne de confiance, donc un travailleur social, un voisin, un ami. Oui, voilà. Et puis, effectivement, elles peuvent prendre rendez-vous en présentiel. Je vous dis, il y en a partout. Ce sont des bénévoles, qui sont des gens effectivement très dévoués, qui consacrent un temps conséquent justement à écouter, à entendre la parole, et après à qualifier les faits. Et si la personne souhaite aller en justice, à monter le dossier pour que la personne puisse aller en justice. Il y a des permanences qui sont tenues dans beaucoup de lieux de la région. Oui, mairie. Oui. Et ils peuvent recevoir à la fois les victimes et les témoins aussi. Oui. Alors, il y a une nouveauté aussi depuis la loi Sapin 2, c'est la capacité des défenseurs des droits à recevoir et à s'intéresser aux lanceurs d'alerte. On avait parlé ici au Club de la Presse l'an dernier. Donc, toute personne qui est victime, se croit victime, ou est témoin, ou sait que des choses comme cela se passent, peut très bien et très facilement faire passer l'information, y compris de manière anonyme, aux délégués des défenseurs des droits. Alors, on travaille beaucoup avec le défenseur des droits. Hier soir, nous avions donc le défenseur des droits adjointe. On avait d'ailleurs son chargé de mission juridique qui anime le réseau en Occitanie des 50 ou 60 délégués. Et effectivement, c'est vrai qu'on travaille au quotidien avec eux. Et donc, voilà, donc les personnes ne sont pas seules si elles subissent des situations de discrimination. Plus les associations, dès lors qu'elles ont plus de 5 ans d'existence sur ces questions, quand c'est leur objet, peuvent non seulement accompagner les personnes, mais avec leur consentement, porter plainte pour leur compte et à leur place. Donc il y a aussi cet élément qui a été extrêmement important dans la procédure. Porter plainte, saisir le droit n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les obstacles psychologiques, mentaux, etc., à le faire. Et c'est pour ça que quand Eric parlait de sensibiliser les travailleurs sociaux et l'ensemble, les chefs d'entreprise, à tout le monde, à dire attention, cette discrimination est aussi grave que les autres. Il faut la faire sortir, de la rendre visible, la sortir de l'invisibilité et en faire un objet de travail comme les autres, avec autant d'énergie, de médiatisation. Finalement, votre sondage confirme l'image, plus on est pauvre, plus on est discriminé. Ça ne s'arrange pas. Absolument. Ça ne s'arrange pas, mais il y a vraiment beaucoup de discrimination. Oui, beaucoup de discrimination. C'est exactement ça. En fait, oui, c'est parce que les personnes ne connaissent pas leurs droits, n'y ont pas recours parce qu'elles ne savent pas se défendre, qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, et donc tout ça, ça se cumule. Tout ça, ça se cumule. Et c'est vrai que quelqu'un qui va être discriminé une fois va estimer que la situation est scandaleuse et anormale, et avoir envie, je ne dis pas que la personne va systématiquement recourir au droit, mais avoir envie de protester. Quelqu'un qui subit tous les jours, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, la personne ne croit plus dans le système pour la défendre. Alors justement, on est là pour ça, on est là pour dire non, ça n'est pas normal. Et donc, ce sondage nous a permis de confirmer que c'était quelque chose d'important, en nombre, en masse.
C'est important dans le principe, mais c'est important en masse. Et donc, il ne faut pas laisser passer, il faut encourager les personnes. Il ne faut pas sous-estimer, vraiment, en raccord avec ce que vient de dire Eric, il ne faut pas sous-estimer la honte que peuvent ressentir les personnes sur ce cas spécifique de la discrimination à raison de la pauvreté, de la vulnérabilité économique, etc. C'est le sentiment de honte qui consiste à dire tout ce qu'on me donne, je ne le mérite pas, je le quémande, je le demande, je le quémande. Entre les deux, il y a une ambiguïté qui s'installe. Et petit à petit, les personnes, lorsqu'on les maltraite et lorsqu'on arrive in fine à les discriminer, le processus de répétition, ce sentiment de honte vont faire qu'elles ne vont pas avoir cette saine et sainte colère qui émerge immédiatement lorsqu'il s'agit de racial, de religieux, de sexuel, etc. Aujourd'hui, traiter quelqu'un qui est homosexuel ou LGBT, ça va tout de suite créer un scandale, y compris repris médiatiquement, alors dans la seconde, et la personne pourra avoir une colère et donc exister par sa colère, et par son indignation, et par le fait que la société la prendra en charge sur sa colère et son indignation, et ira même très loin dans le rejet de l'auteur. Alors que là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est-à-dire, vous êtes, je n'ai pas envie de reprendre la formule de Coluche, hein, salaud de pauvre, mais je la reprends quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la honte. Et ça, je pense toujours au livre La Place de, je trouve en mémoire, La Place, Arnaud, le prix Nobel de littérature. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible dans ce sentiment où on n'appartient pas à la bonne classe sociale, on n'est pas au bon endroit, et pour des personnes, elles sont déclassées, elles ont eu un statut, elles sont déclassées. Donc je crois que cette question mérite, au-delà de l'approche juridique, politique, citoyenne, technique, universitaire, elle mérite aussi un tout petit peu de morale. Pardon d'être moraliste. Est-ce qu'on peut... Excusez-moi, on va passer la journée ici. Non. Moi aussi, je me motive. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'immense intérêt de ce sondage, cette démarche, est de non pas faire un constat juste pour faire un rapport et l'ajouter aux dizaines, centaines de rapports qui existent sur les constats de la pauvreté, mais c'est pour trouver des pistes de réaction, au bon sens du terme, évidemment. D'une part, en mobilisant des acteurs très variés, comme l'État, les associations, les structures universitaires, les structures de conseil, et puis aussi mobiliser à la fois les intermédiaires travailleurs sociaux, les victimes et les auteurs potentiels, presque sans qu'ils fassent exprès. Donc, on a l'idée, me semble-t-il, de faire remonter ces constats, de l'élargir. Quels sont aujourd'hui les éléments que l'on peut constater en termes de situation de pauvreté? Donc, décomplexer les personnes, leur permettre de dire ce qui m'arrive, permettre de dire aux témoins, voilà ce que j'ai vu, ce que je sais, ce que j'ai entendu, permettre aux intermédiaires de dire et de faire dire ce qui existe. Deuxièmement, sensibiliser les auteurs sur leur plein gré, présumés presque par défaut, soit dans les personnes subalternes, entre guillemets, les acteurs, les salariés, les agents, et en amont, les donneurs d'instruction, les employeurs, les chefs de bureau, sensibiliser, à ce qui se passe, afin de corriger deux. Et entre tout ça, il y a aussi celles et ceux, organisations associatives ou organisations entrepreneuriales économiques, qui vont trouver un double intérêt à agir, comme on le voit dans nos organisations comme le FAS et les clubs de FAS. Les clubs de FAS sont composés d'entreprises, de tout secteur d'activité, de toute taille. Ces intermédiaires vont être à la fois sensibilisés pour des raisons de morale personnelle, pour des raisons de politique générale, pour des raisons de réalisme et d'humanité, et puis aussi, pourquoi pas, pour des raisons de performance, si on veut, c'est-à-dire en disant de réputation. De réputation, en disant, je m'engage pour veiller à ce que mon entreprise, ma structure ne soit pas discriminante sur ce thème, par exemple. Je fais savoir, je forme l'interne, et je fais savoir que je suis mobilisée, engagée, et que je fais en sorte, si tant est que ce soit possible, d'être un peu exemplaire. Voilà. Donc, cette multiplicité d'acteurs, à la fois qui constatent
et qui peuvent agir. Et notre espoir d'améliorer et de faire réduire au maximum cette réalité de pauvreté et de discrimination par la pauvreté. C'est la première fois qu'une enquête comme celle-ci a été faite. Vous allez la recommencer plus tard, c'est prévu de faire des. Alors, on a été interpellés hier. Il y a des personnes qui ont dit ah, on ne savait pas, on aurait bien aimé répondre parce que notre secteur d'activité n'a pas répondu. Ou bien, il manque des questions, on aurait bien aimé que vous rajoutiez des questions. Donc, dans le petit groupe de travail qu'on va réunir pour nous interpeller et puis faire des propositions, il y a cette question-là aussi. C'est est-ce que c'est utile de refaire le sondage? Et à ce moment-là, quelles questions? Vers qui se tourner, etc. Moi, je pense, par exemple, en vous écoutant, Madame la Présidente, je pense à des choses très, très concrètes. On se dit, par exemple, qu'on a aussi, par exemple, des travailleurs pauvres. Donc, qui travaillent, qui sont pauvres. Moi, j'en ai vu, par exemple, à Paris, j'en ai vu à Toulouse, qui dorment dans leur voiture. Moi, je me dis, si l'entreprise, elle a une malheureuse douche dans l'entreprise, en fait, elle résout une partie importante des difficultés que la personne va connaître dans l'entreprise, parce qu'elle va avoir des remarques désobligeantes sur son hygiène, évidemment, et de ce fait, ça va se traduire, ces remarques désobligeantes, dans un comportement qui va la mettre un peu à distance et qui va avoir des conséquences sur sa carrière, sur son... Voilà, donc de la discrimination. Moi, je me dis, des petites choses toutes bêtes comme ça. Alors justement, poursuivre le travail avec l'université, Benoît Prévost et les équipes d'analyse, de réflexion et faire un autre sondage l'année prochaine, etc., ça semble être acquis. Et ce que vient de dire Eric, qui est fondamental, c'est que dans notre groupe de travail, on va essayer aussi de penser à des choses très concrètes, solutions pragmatiques, comme ce que tu viens de dire. La douche dans le... Oui, des choses c'est une anecdote sur la douche. Un jeune homme qui était apprenti dans une entreprise a failli se faire virer parce qu'il sentait mauvais selon l'industrie de la boulangerie. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que le beau-père ne l'aimait pas et là, lui interdisait de gaspiller de l'eau. Et donc, il était obligé de se laver là où il pouvait trouver de l'eau. Et quand la personne qui l'accueillait, la chef d'entreprise, qui est une mère de famille et le boulanger ont réalisé cela, ils l'ont autorisé à venir prendre sa douche chez eux. Je veux dire, ce sont des petites choses qui vont émaner aussi du groupe de travail pour qu'il y ait aussi des propositions concrètes. Mais refaire le sondage, ça semble être très important. Ce sera le rendez-vous de toute la France à regarder chez vous. C'est formidable. Très bien. Parfait. Pas d'autres questions? Bien. En tout cas, merci beaucoup Merci. pour vos questions et pour les messages que vous allez relayer pour la bonne cause, parce que autant sur les autres discriminations, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, et puis surtout aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, elles sont bien portées aussi bien par les médias, par les femmes et hommes politiques, et par les associations. Et là vraiment, il est temps de se pencher sur celle-ci. Et c'est tout à l'honneur des gens qui ont eu d'Éric qui a eu l'intuition, et de Fasse qui l'a accompagné, et de Benoît et de l'université de Montpellier, Paul Valéry. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qu'on appelle les pauvres servent aussi à la fois un peu de bouc émissaire et un peu de partenaire à ceux qui sont un peu énervés? J'ai l'impression, moi j'en ai vu des cas comme ça. J'ai l'impression que chaque fois qu'une personne en difficulté rencontre quelqu'un qui a un petit boulot, celui qui a un petit boulot, finalement, il peut se permettre d'être un peu désobligeant, comme si ça le confortait finalement d'avoir à son tour une emprise sur quelqu'un. Comme c'est tout le monde répéter tout le monde toutes les échelles. Je crois. Je pense qu'on est une société qui fonctionne beaucoup par stratification sociale, où chacun jalouse un petit peu ceux qu'il estime est au-dessus et méprise un peu ceux qu'il estime est en dessous. Il y a eu un chercheur à Normal Sup qui a fait un livre il y a quelques années qui s'appelle Entrer dans l'élite, Jules Naudet, et qui disait en fait la France ressemble plus à l'Inde, avec une stratification de caste, qu'aux États-Unis, où au fond, quelqu'un peut être très pauvre, alors il y a beaucoup de pauvreté aux États-Unis, mais devenir très riche. Et il disait en fait, on est quand même beaucoup assigné à une classe sociale dans laquelle on est, souvent par naissance, et dont on ne sort pas. Et on a quelques alibis qui en sont sortis, évidemment, on a toujours une trajectoire exceptionnelle, mais on n'a pas cette capacité de fluidification où on peut monter dans la hiérarchie. On a quand même beaucoup, disait Bourdieu, des héritiers. Et effectivement, c'est vrai que notre société, elle a tendance à
à considérer que, au fond, si j'ai la chance d'avoir un privilège, par exemple, je sais pas, les stages réservés aux enfants du personnel, ce qui est complètement illégal, hein. Hein, les stages réservés aux enfants du personnel, eh ben, on va le garder pour soi, parce que, voilà. Et donc, se replier parce que ceux qui sont en dessous nous menacent. Il y a eu un livre, il y a une cinquantaine d'années, qui s'appelait Classe laborieuse, classe dangereuse. Oui. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette réaction-là. Oui, Mais vous savez, en chacun d'entre nous, il y a à la fois une personne qui peut être discriminante, une personne qui peut être discriminée. En chacun d'entre nous, il y a le citoyen, donc porteur de valeurs, etc. Il y a le consommateur, il y a comment je dirais, le voisin, l'ami, le parent, enfin, et on est tous un peu déchirés dans tout ça. C'est pour ça que la question de la morale est importante, parce qu'en fait, on doit quand même considérer que notre comportement ne doit être dicté pas par nos intérêts tels qu'on les imagine. Bon, évidemment, on n'a aucun intérêt à mépriser un pauvre, hein, mais aussi effectivement par la considération humaine, ce que disait Paul Ricoeur, considérer l'autre comme un autre moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce racisme de classe, de considérer que les gens pauvres, d'abord, ils l'ont bien mérité, hein, on a vu ça, et puis il vaut mieux qu'ils restent là parce qu'ils nous menacent. S'ils vont dans le même club de tennis, ou bâton, ou dans la même piscine. C'est très juste, et la question de monsieur est de ce point de vue-là très intéressante. On le retrouve dans les questions sociales et de pauvreté, où dès qu'on accède à quelque chose de plus pauvre que soi, on le rejette. On le retrouve aussi dans l'immigration, les nouveaux migrants qui vont rejeter ceux qui viennent d'arriver, et ainsi de suite. Il y a un joli proverbe de notre culture qui dit il ou elle a traversé le fleuve, il est de l'autre côté de la rive et ses pieds sont au sec. Donc, ça veut dire que moi, je suis encore je ne suis pas encore arrivé là-bas pour être tranquille. Et souvent, ça arrive dans les bureaux où les gens, parfois, les travailleurs sociaux sont aussi victimes de cela. Ils disent, toi, tu as ton travail, moi, je ne l'ai pas. Enfin, tous ces mécanismes de rejet de l'autre qui viennent d'être dits sont importants, mais il faut quand même vraiment, vraiment que le croisement de discrimination et pauvreté est très difficile à faire. C'est vraiment l'enquête, le sondage montre la difficulté. Et là, on a fait déjà des progrès méthodologiques. Il faut continuer. Voilà. Bien. Merci. Pardon. Ah monsieur, vous voulez qu'on donne une petite définition de la discrimination? Bon, c'est bon, là, franchement. Oui, très bien. Vous en avez une, sinon? Elle est juridique. Elle est juridique, voilà. c'est vous ou moi. Alors, la discrimination, c'est lorsqu'il y a une rupture. Alors, on va le dire en mots simples, accessibles au conflit. C'est la discrimination, c'est lorsqu'une personne remplit toutes les conditions pour accéder à un bien, à un service, à un droit, et qu'on lui refuse cet accès pour un motif illégal. Son âge, son sexe, son origine, sa pauvreté, son apparence physique, etc. Donc la personne remplit toutes les conditions pour accéder à un emploi, un logement, sa santé, un droit, etc. Et le décideur qui a ce pouvoir de dire oui et de dire non, au lieu de regarder le dossier et de dire oui, vous méritez, vous pouvez rentrer ou pas, il va fermer la porte pour un motif qui est là, illégal. Voilà à peu près ce que c'est une rupture d'égalité illégale, par nature illégale. Mais sinon, la définition très, très embêtante, c'est lorsqu'il y a discrimination directe, lorsque dans une situation comparable, on réserve un traitement défavorable pour un motif illégal. Oui, voilà. Je veux dire la même chose avec des mots simples. Domaine précis, dans un domaine prévu par la loi, prévu par la loi, etc. prohibé. Voilà. Un traitement défavorable entre plusieurs personnes, dans un domaine particulier prévu par la loi, code du travail ou code pénal, et pour un critère prohibé, dont les listes sont différentes d'ailleurs, le code du travail et le code pénal. Tout à fait. Donc, ça complexifie les choses, mais il faut vraiment que le message clair pour les gens passe, c'est vous remplissez les conditions, vous ne rentrez pas. Alors que vous remplissez les conditions. Voilà. C'est ce message clé que le citoyen doit. D'ailleurs, le citoyen, intuitivement, il sait. Où on est écarté, on est moins bien traité. C'est ça, oui, bien sûr, mais là, une personne qui est moins bien traitée qu'elle ne le serait, une autre. Voilà. Dans le cadre de... Mais c'est vraiment un droit très subtil. C'est un droit qui est rentré par la porte de l'Europe et sous influence anglo-saxonne. C'est un droit factuel. C'est pas l'intentionnalité de l'acte au pénal, ok, mais c'est extrêmement anglo-saxon comme démarche. N'est-ce pas? Américaine. Oui, c'est ma cruauté légendaire. Voilà. Merci. Oui, alors du coup, est-ce que vous avez eu des refus pour participer au sondage? Et si oui, est-ce que vous connaissez ou imaginez les causes de ceci?
Alors, on n'a pas eu de refus de participer au sondage, mais par contre, on a des gens qui ont répondu non à toutes les questions. Alors ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire, ils ont jamais été victimes de discrimination, ils n'ont pas été témoins, ni témoins directs. Et alors, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, ils ont répondu au sondage, Oui. à toutes les questions du sondage, à chaque fois en disant « je ne suis pas concerné, je ne suis Voilà, pas concerné, voilà, je ne suis pas concerné ». Bien, parce que ça veut dire qu'ils ont consacré 8 à 10 minutes pour répondre. Donc, ça veut dire qu'ils se sentent motivés, ils se sentent interpellés, mais en fait, ils n'ont rien vu. Voilà. Et c'est vrai qu'on a, voilà, c'est vrai qu'on a des gens qui vivent dans des petits mondes dans lesquels, en fait, voilà, ils ne rencontrent pas la discrimination parce qu'ils vivent entre soi. Dès qu'on sort dans la rue, La question est très bonne, mais on n'a pas eu le temps de traiter ça dans le sondage. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, mais on le constate aussi en formation. Vous avez des gens qui, autour de table, vont dire « Ah, moi, je n'ai jamais vécu de discrimination. » Ils vont être dans la... Alors que souvent, ils l'ont été victimes, mais ils ne veulent pas l'admettre, parce que c'est difficile d'admettre que l'on est discriminé. oui. Très bonne question. Et du coup, si je veux me permettre aussi, je pense que le fait qu'on ne puisse pas répondre à ta question, c'est que, si j'ai bien compris quand même, le sondage a été sur une plateforme, par Internet. Oui, 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 oui. oui, oui. Donc, on retombe un peu sur un mot Oui, traditionnel, on disait oui. qu'il n'y a pas eu de sondage trottoir, micro-trottoir dans les villages, les quartiers. Le prochain. Voilà. Il n'y a pas eu de micro-trottoir ou de sondage en direct humain, ce qui fait que là, on aurait pu avoir des refus, je ne veux pas vous répondre, alors que là, ceux qui viennent se brancher sur la plateforme, c'est qu'ils passent et puis qu'ils vont bien répondre. Donc, il n'y a pas cette... mais c'est vraiment intéressant comme question et ça veut dire qu'on pourrait envisager un complément Bien des sûr. méthodes, y compris par rapport à ceux qui n'ont pas accès à Internet, Bien sûr, bien sûr. justement. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Par contre, oui. On avait, dans un premier temps, fait le questionnaire de manière... les gens devaient indiquer Oui. leur nom et prénom. Et puis, quand on l'a anonymisé, on a eu plus de réponses. Absolument. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas assez dit, tu as raison. Bien. Bon, parfait. À Merci. suivre. Donc, Merci pour votre présence et découvrir ces